Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. Dans votre 19h ce soir, nous reviendrons bien évidemment sur la suite de la grève ce lundi des agents du conseil départemental. Actuellement, des discussions sont en cours entre l'intersyndicale et le président Sabahattin Ibrahim Ramadani pour une possible sortie de conflit. Le point au cours de cette édition. Bienvenue à tous, voici les titres de ce lundi 18 septembre. Samedi, près de 150 personnes ont répondu à l'appel du CODIM. Objectif de la réunion convoquée d'urgence, se préparer à la mise en place d'actions fortes visant à montrer à l'État que la colère est à son comble. En effet, la feuille de route France-Comores, qui prévoit un assouplissement de la circulation, scandalise. Explication. La grève au conseil départemental a repris ce matin après un week-end placé sous le signe du travail et de la concertation. En début d'après-midi, les négociations ont repris avec le président de l'institution. Après plusieurs heures d'échanges, un protocole de sortie de conflit est envisagé. Le point au cours de cette édition. Vendredi et samedi, plus de 30 000 personnes ont déambulé au gré des stands du Salon du Tourisme. La manifestation a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses en faisant notamment la part belle aux intercommunalités et à la richesse de l'île. Reportage au cœur de l'événement à la fin de votre journal. Et on débute cette édition par la fronde populaire qui s'organise dans le département. La raison, la signature d'une feuille de route mardi dernier entre les autorités comoriennes et françaises. Un document qui vise à favoriser une circulation régulière des personnes dans la région. En outre, une possible suppression du visa baladure. Et depuis une semaine, des voix s'élèvent et les réactions se multiplient à Mayotte, à commencer par le CODIM, le comité de la défense des intérêts de Mayotte, réuni samedi dernier au sud de l'île à Hanyonru, afin de contester l'accord et réfléchir aux actions à mettre en place. Les précisions avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Plus de 150 personnes ont répondu à l'appel du CODIM ce samedi. Proche de la plage de Hanyudru, les membres du comité de défense des intérêts de Mayotte ont souhaité se réunir suite à un accord jugé très inquiétant pour le futur de l'île. L'heure est grave, nous sommes très inquiets, nous avons le sentiment quelque part d'avoir un peu été trahis parce que nous savons que notre gouvernement s'est réuni avec son homologue comorien dans une commission paritaire pour signer un accord concernant quelque part la circulation dans le territoire. Donc pour nous, nous voyons en cela une forme de suppression du visa, une suppression cachée. Bon, je ne dis pas visa baladure parce que c'est un visa comme un autre, il n'existe pas de visa Pierre-Paul Jacques. À force de parler de visa baladure, on a l'impression que c'est un visa particulier, alors que partout sur le territoire français, de France et de Navarre, il y a le visa. Pour accéder sur ce territoire, il y a certaines règles à observer. Et là, on a l'impression que tout s'est fait en catimini, peut-être n'avons-nous pas compris, mais en catimini puisque nos propres élus ne semblent pas avoir été mis au courant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la communication a été très restreinte suite à cet accord pourtant ô combien important. En effet, s'il venait à se concrétiser, il remettrait en cause le visa baladure, instauré il y a plus de 40 ans, pour mettre fin à la libre circulation entre Mayotte et les Comores. Le visa baladure, on n'accepte pas sa suppression, ni un autre. Un étranger doit rentrer dans un pays avec un visa normal, comme dans tout le monde entier. C'est ça ce qu'il faut faire. Donc l'immigration clandestine à Mayotte, il est déjà intense. Donc on dénonce ça, que la République ne contrôle pas ces gens-là. Donc maintenant, c'est aux Maoré de faire son boulot. Être acteur et non plus spectateur, c'est plus que jamais le leitmotiv des membres du CODIM. Riketsi pani vuani jana leorla la pani wamazwamanatu wafikiri tini watorambia tini watorivatini amazwamanana muime ini maore yatu no karivenze. Ce choix que nous avons fait de rester dans la France, si on le remet en cause, c'est que quelque part on le déshumanise. Et c'est ce que fait le gouvernement comorien depuis 40 ans, plus de 40 ans aujourd'hui, c'est de nous
tenter de nous voler ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre droit à la liberté, notre droit de choisir. Si on nous vole ce choix-là, eh ben, c'est qu'on n'est plus des humains, parce qu'on n'est plus des sujets pensants. Nous ne sommes que des objets à brader, des objets qui sont en fait regardés de l'extérieur, alors que nous sommes des sujets, nous avons des choses à dire, et il serait peut-être temps qu'on nous écoute. Le CODIM souhaite qu'on l'écoute, et pour ce faire, ses membres comptent bien mener des actions coup de poing. On va réaliser des actions, et des actions très fortes. J'appelle à toute la population mahorais de se mettre en garde. Pour cette manifestation qu'on doit préparer maintenant plus rapidement possible. Et j'appelle à tout le Mahorais, tout le monde de descendre, de se mobiliser, de prendre en compte cette situation. Merci. Le contenu exact de cette feuille de route France-Comores n'est pas encore connu, mais la colère gronde déjà aux 4 coins de l'île. Réaction également au sein de la classe politique locale. Mansour Kamardine vient de saisir Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Le député de la circonscription 1 du département demande au ministre une réception d'urgence d'une délégation composée de parlementaires mahorais et du président du conseil départemental, et ce, dans les plus brefs délais. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Rédacteur en chef du GTM de Cozy, est-ce que cette feuille de route est une remise en cause de Mayotte française ? Faut peut-être pas aller jusque-là. Une remise en cause de Mayotte française, les mots sont forts. Maintenant, effectivement, il y a de quoi se questionner il y a quoi vraiment se poser des questions sur la volonté aujourd'hui du nouveau gouvernement, du président Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, parce que le contenu de la feuille de route est en train d'être dévoilé. Je vous invite d'ailleurs à lire France Mayotte Matin. Ce mardi, qui va justement détailler un peu les 10 articles qui composent cet accord, mais c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter et se dire que c'est quand même étrange de vouloir lutter contre l'immigration, puisque c'est l'objectif de cet accord, mais en acceptant une libre circulation qui ira que dans un seul sens, c'est-à-dire que les Anjouanais, les Moëliens, les grands Comoriens, donc les Comoriens dans leur ensemble, pourront circuler librement à Mayotte, mais l'inverse ne sera pas vrai. Donc voilà, et ils ne pourront pas aller, notamment en métropole, et uniquement à Mayotte. Effectivement, uniquement à Mayotte. Donc ça aussi, ça fait partie, notamment l'article 9. On se dit mais c'est très étrange et forcément ça va beaucoup faire réagir, ça va faire beaucoup de bruit, et le CODIM, ils ne seront pas seuls, il y aura sûrement beaucoup de gens dans la rue. On va attendre une communication, il n'y en a pas eu pour l'instant. On va attendre que le ministre des Affaires étrangères nous explique la volonté qu'il y a derrière, nous explique un peu pourquoi cet accord. Le but recherché, il est très simple, c'est de mettre fin au drame. Ça c'est une très très bonne chose. Maintenant, d'autoriser une libre circulation, notamment grâce au rapprochement familial, puisque ça va être aussi l'une des conditions. Il faudra notamment qu'il y ait une personne sur place avec une adresse, mais ça va être finalement très très simple. Donc voilà, c'est vrai qu'on se questionne, on va avoir des ministres qui vont arriver à Mayotte. Ils ne seront pas spécialisés dans ce domaine-là, mais nul doute qu'il va y avoir des questions qui vont leur être posées. On espère qu'ils seront préparés à y répondre, parce que aujourd'hui on est dans une situation où la lutte contre l'immigration clandestine, ça fait partie des priorités pour la population. C'est vraiment, ils attendent des réponses, chacun attend des réponses là-dessus. Et là, la réponse qui est apportée, elle semble complètement en décalage avec la volonté de la population. Donc on va voir ce qu'il en est très prochainement, mais c'est vrai que on reste pour l'instant très perplexe, et ça pourrait effectivement mettre le feu, comme le dit le député Mansour Kamardine, qui souhaite rencontrer de toute urgence le ministre des Affaires étrangères. Et on suivra bien évidemment toutes ces affaires de très près. Merci Pierre pour ces précisions. La suite ce lundi de la grève des agents du conseil départemental. L'heure était à nouveau aux négociations après l'échec des discussions vendredi dernier entre l'intersyndicale et le président du département. Une réunion donc décisive pour une sortie de crise rencontrée par l'institution depuis maintenant une semaine. Le récit de Bastien Sabouret. La grève continue au conseil départemental. Vendredi, les agents ont été reçus et la réunion commencée à 9h s'est finie tard dans la soirée. Aujourd'hui, la grève est reconduite. Les syndicats se sont réunis ce matin de 10h à midi afin de se préparer à en finir une bonne fois pour toutes. Cet après-midi, le président du conseil départemental les a de nouveau convoqués pour 14h.
La stratégie qui a été travaillée ce matin avec l'ensemble des élus de l'UDFO, c'est de négocier avec fermeté, mais avec surtout pugnacité pour que nous puissions sortir de ce mouvement qui n'arrange personne et qui ne bénéficie en rien à qui que ce soit. Et déjà, nous ferions un récapitulatif de ce qui a été abordé le vendredi, puis on continuera sur le point qu'on n'a pas pu discuter. Donc le point qui reste à discuter, je ne les ai pas vraiment en tête là, mais c'est la nouvelle réorganisation, les recrutements. Et puis des petits points tels que dysfonctionnement des CT, CHCT, voilà, des instances paritaires, quoi. Mais en gros, le gros sujet ont été déjà abordés vendredi et aujourd'hui, c'est pour les affiner et arriver à un document final. Une signature donc afin d'acter ce qui aura été négocié. Dehors, on attend de savoir quelles sont les nouvelles instructions. Les grévistes restent calmes et attendent patiemment le résultat de la confrontation. Je veux ce que j'ai planté. J'ai planté parce que je veux récolter. Je veux mes fruits aujourd'hui. C'est ça, c'est pourquoi je suis là. Il faut que les gens se réveillent là. Parce que sinon, c'est pourquoi il y a des grèves. Les grèves, c'est peut-être ces médicaments. Alors sinon, on va tout fermer Mayotte. Même rien ne bouger là. Parce que c'est la fatigue, papa. Et Mayotte, on en a assez. On en a marre, comme on dit les artistes. Nous les Maoris, on est désolés. On attend. On sera là jusqu'à demain matin. Si à 22h, il y aura une réunion, on sera là. Ou à minuit, on est là. La réunion pourrait finir tard, surtout si chacun campe sur ses positions. La reconduction de la grève dépendra donc des négociations en cours. Pourtant, chacun espère bien en finir. Les barges ont de leur côté assuré un service minimum ce matin. Le trafic a repris normalement à partir de 14h. A noter également que depuis 14 heures, les discussions sont en cours entre l'intersyndicale et le président du conseil départemental, Ibrahim Sabadine Ramadani, avec à la clé une possible sortie de conflit. La colère également vive du côté des infirmiers libéraux du département. Depuis des mois, ces professionnels de santé se plaignent de conditions de travail devenues très difficiles en raison notamment de certains dispositifs non appliqués à Mayotte. C'est le cas pour l'aide médicale d'État qui permet jusqu'alors aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Les infirmiers sont donc aujourd'hui tiraillés entre leur devoir de soigner et leur droit d'être payés pour le travail fourni. La ministre de la Santé en visite sur le territoire les 2 et 3 octobre prochains est d'ores et déjà très attendue. Écoutons les propos d'Éric Roussel, secrétaire du syndicat national des infirmiers libéraux, invité de la matinale de Coésie. Les difficultés que nous pouvons éprouver sont dans les mains du ministère depuis le mois de juin. On les a réinterpellés avec la situation de crise au mois d'août. On a redemandé un entretien. Au niveau de Paris, notre syndicat national aussi s'intéresse énormément sur Mayotte. Donc, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? C'est quoi la revendication? S'il y en avait une principale que vous demandez effectivement à Madame le ministre, ça serait laquelle? Qu'on nous facilite nos conditions de travail, d'accès aux soins, de travail auprès des personnes malades. Comment? Simplifier les démarches administratives, prendre en compte toutes les difficultés qu'on a. À l'heure actuelle, on doit choisir qui on soigne. C'est quelque chose qui est inacceptable au niveau déontologique, au niveau du code de la santé publique. On doit choisir. Est-ce que la personne a une affiliation? Est-ce que c'est un assuré social? Est-ce qu'on va pouvoir être payé pour les soins qui sont réalisés? Ce n'est pas tout le temps le cas. On ne se pose pas la question, on fonce, on fait les soins. Pour faire les soins, il nous faut des médicaments. Donc le pharmacien, lui aussi, est embêté dans la difficulté. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il laisse en avance les médicaments en attendant que la situation se régularise ou est-ce qu'il bloque la situation? En politique, les sénatoriales approchent à grands pas dans le département et les candidats peaufinent leur stature avant le jour J. L'heure est à la chasse aux voix auprès des 424 grands électeurs du territoire.
Les candidats enchaînent donc les porte-à-porte et les grands rassemblements. C'est le cas pour le sénateur sortant Thani Mohamed Swalihi. Il a réuni ses soutiens hier à Eloni dans la commune de Dembéni. L'occasion de faire le bilan de son mandat et de convaincre à nouveau les élus et délégués locaux de son engagement pour le 101e département. Le point dans ce reportage. Une semaine décisive pour mobiliser ses soutiens. À 7 jours de l'élection sénatoriale, Thani Mohamed Swalihi est en marche vers un nouveau mandat. Je demande aux grands électeurs de me faire à nouveau confiance parce que je leur ai montré qu'ils pouvaient compter sur moi pour défendre les intérêts de Mayotte. En cas de deuxième mandat, j'aurai l'expérience en plus. C'est quelque chose dont je ne bénéficiais pas en 2011. Malgré cela, j'ai essayé de faire le job qu'on m'avait confié. Alors, je me dis que avec un deuxième mandat, avec l'expérience, les connaissances, le réseau à Paris et puis l'habitude du travail parlementaire, eh bien, ça sera de très bon augure. Prolonger l'aventure de 6 années, pour cela, le sénateur sortant s'appuiera sur son bilan, mais également sur le soutien de la nouvelle majorité présidentielle. Seul candidat local et unique ultramarin à être investi sous l'étiquette « La République en marche ». C'est le signe qu'au niveau de ce mouvement nouveau, mais qui a pris de l'ampleur dès le départ, je suis un interlocuteur sérieux et crédible au niveau de Mayotte. C'est là aussi un gage de bonne continuité et de renforcement des travaux que j'ai pu commencer. Ils étaient nombreux à Eloni ce dimanche, plus de 150 personnes, dont une forte majorité de grands électeurs de l'ensemble du territoire. Des représentants de peuple issus de toutes tendances politiques confondues et qui voient en Thani Mohamed Swalihi l'homme de la situation. Aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'élu local, je n'ai pas le droit de faire cette erreur-là, de ne pas choisir le sénateur Thani. Mayotte a besoin des hommes d'action, des hommes de compétences. En Thani, nous avons toutes ces qualités-là. Donc il va falloir que tous les grands électeurs de Mayotte se penchent pour sa candidature et aillent voter massivement pour ce sénateur qui est l'homme qu'il nous faut sur cette île. Au tout début, on l'a soutenu dans la commune de Pamandji. C'est pour cela qu'on a choisi de faire la continuité pour l'intérêt de Mayotte. Il arrive à travailler avec tous les partis politiques confondus et qu'au niveau national, il a des connaissances sur le milieu de la politique, aussi bien droite que gauche confondue. Dans une île à un tournant de son histoire, le destin du 101e département est entre les mains d'un collège électoral, le temps d'un scrutin. Et l'intérêt collectif semble désormais primer en politique pour ne pas louper le train du développement. Au chapitre de l'éducation, le conseil départemental tiendra ce mardi un forum sur l'évolution de l'école à Mayotte à l'occasion de la sortie de 2 ouvrages. L'école à Mayotte du 19e siècle à nos jours et l'école de la République à Mayotte, une exigence d'égalité. En plateau, la vice-présidente chargée de l'éducation, de la formation et de l'insertion. Place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Mariam Saïd. Bonsoir monsieur. Bienvenue dans ce 19h. Alors beaucoup de thèmes seront abordés à l'occasion de cette rencontre avec de nombreux témoignages d'anciens élèves sur leur parcours, dont, si j'ai bien compris, celui du président du conseil départemental, Ibrahim Sabadine Ramadani. Alors c'est un forum, qu'est-ce que ce forum doit apporter? Alors déjà ce forum va être tenu demain, mardi 19 septembre. C'est prévu au conseil départemental, mais vu les événements actuellement au conseil départemental, il se pourrait que ça se fasse à la mairie de Mamoudzou. Donc vous nous annoncez que cela sera délocalisé, l'événement? Il se pourrait. Oui, il se pourrait. Voilà, mais c'est juste à côté, conseil départemental ou la mairie de Mamoudzou. Mais il ne faut pas que les gens pensent que, vu les événements qu'il y a en ce moment au conseil départemental, que le forum n'aura pas lieu. Il aura lieu soit au conseil départemental ou à la mairie de Mamoudzou. L'information est bien passée. Alors qu'est-ce que ce forum apportera justement? Alors ce forum est mis en place justement suite aux études menées par les archives départementales du conseil départemental et puis le CESEM. Ils ont tous les deux mené des études sur l'évolution de l'école à Mayotte et donc ce forum va permettre de
de restituer les travaux et les résultats menés par ces deux entités. Vous, justement, de l'école, quels souvenirs avez-vous? Vous êtes passé également par les écoles de notre département. Oui, alors moi, quand j'étais au collège, c'était juste Mamoudzou qui avait, à Mayotte, il n'y avait qu'un seul collège et lycée. C'était à Mamoudzou. Tout le monde venait à Mamoudzou. Et pour entrer en 6e, il fallait faire un concours. Et voilà, moi je suis des années 80, j'ai connu ça. J'ai connu la construction du deuxième collège à Dzoumonier. Les jeunes du Nord qui étaient dans notre classe, on était, je pense, en 6e, 5e comme ça. Lorsque le collège a été construit, ils sont partis là-bas et ça nous a choqués parce qu'il y a eu une déchirure et puis avec nos amis. Donc, j'ai pas oublié la construction du deuxième collège à Mayotte dans les années 80. Alors des chiffres justement pour voir justement que les établissements se construisent à Mayotte. Alors aujourd'hui Mayotte compte 214 établissements, 195 en 2011, 158 en 1997. De quel œil analysez-vous justement ces chiffres? Eh bien, c'est vrai, les écoles se construisent, les lycées se construisent à Mayotte, mais comme vous savez, tous les jours on dit qu'il manque encore des salles de classe. Les salles de classe sont insuffisants. Il y a les constructions massives, mais les résultats ne sont pas ce qu'on attend. Ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faut pour qu'à Mayotte on puisse avoir nos élites. Vous comprenez, pour que le rêve de Younoussa Bamana, justement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a une éducation de masse, mais la qualité doit être vue. C'est pour cela qu'on va mener ces études afin d'améliorer les résultats éducatifs à Mayotte. Alors, juste un autre chiffre pour voir justement que, parce que les écoles poussent comme des champignons depuis des années à Mayotte, mais n'arrivent pas forcément à suivre cette démographie galopante. 29 000 élèves en 1976, 43 000 élèves en 1997, 97 000 cette année. Comment le conseil départemental, comment le département travaille pour pallier cela justement? Enfin, le département fait beaucoup dans l'éducation des jeunes, dans le soutien aussi éducatif des jeunes mahorais. Parce que nous, après le bac, nous avons des aides, nous soutenons les jeunes après le bac, les jeunes qui partent à l'extérieur, les lycéens ou les étudiants qui sont à La Réunion, en métropole, on les soutient au niveau des bourses, on a des médiateurs là-bas qui s'occupent d'eux, on fait beaucoup de choses. Au niveau du local, on soutient aussi la jeunesse et aussi les moins jeunes parce que nous mettons en place des formations professionnelles pour les demandeurs d'emploi et puis pour les jeunes de 16 à 25 ans via la mission locale. On met beaucoup de formations professionnelles afin de soutenir justement cette population mahoraise qui a un grand besoin. Et puis, on a un schéma de développement économique et formation qu'on est en train de ficeler en ce moment afin qu'on soit efficace au niveau du soutien des Mahorais dans l'emploi et puis dans leur vie de tous les jours. Après, il faut dire que l'insertion n'est pas forcément au rendez-vous. Une preuve, un chiffre, en 2016, 47,2% de jeunes sont au chômage. Comment faire justement pour réduire ce taux? Justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on est en train de travailler au niveau comment... Mais pourquoi les fruits ne portent pas dans ces cas pour le moment? Comment l'expliquer? Pourquoi les fruits ne portent pas? Comment expliquer que les fruits ne portent pas pour le moment? Ben justement, c'est ce qu'il faut travailler. Il faut travailler comment créer de l'emploi à Mayotte, comment faire pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et voilà, on a un gros chantier là-dessus. Parce qu'il faut développer le tourisme, il faut développer l'économie, il faut développer plein de choses pour que les gens puissent trouver leur place. La formation est là, on forme beaucoup, mais c'est vrai au niveau de l'insertion, il y a encore un petit problème. Mais nos formations permettent aussi aux jeunes d'aller travailler ailleurs. Parce on forme les assistants sociaux, on forme dans le social, dans le médico-social. Bon, on a besoin d'eux ici, mais dans d'autres secteurs aussi, ils peuvent aller travailler ailleurs.
nos infirmiers, nos médicaux sociaux, nos puériculteurs, nos assistants sociaux, nos travailleurs sociaux, venez travailler à Mayotte parce qu'on a besoin d'eux ici. Mais nos formations permettent aussi, parce que via la DOM, on envoie beaucoup de jeunes à l'extérieur, ils peuvent aller aussi travailler ailleurs. Donc Voilà. la question sera abordée également à l'occasion de ce forum? Oui, tout sera abordé là-dessus parce que l'objectif, c'est justement de voir où on va avec les Mahorais et puis avec la jeunesse mahoraise. Alors le forum justement de l'évolution des écoles dans le département, c'est demain à partir de 8h jusqu'à 16h. Alors pour le moment c'est prévu au conseil départemental, mais il se pourrait en fonction des évolutions du mouvement que cela soit déplacé du côté de la mairie de Mamoudzou. Voilà. On est d'accord sur cette information? On est d'accord là-dessus. Merci Mariam Saïd d'être passée par ce 19h. Merci à vous. Merci. Merci à vous également d'être avec nous. 19h et bientôt 26 minutes sur KTV. À présent, état des lieux du reste de l'actualité dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Une assemblée générale du groupement des autorités responsables de transport s'est tenue le 13 septembre dernier à Paris. À cette occasion, des représentants du conseil départemental et de la CADEMA avaient fait le déplacement. Il a été question des sujets suivants: le renouvellement d'une partie des membres du conseil d'administration, le versement transport, la gratuité des transports en commun en France, ou encore les assises de la mobilité prévues demain à Paris. Par ailleurs, vendredi dernier, la première vice-présidente du conseil départemental, Fatima Soufou, et le conseiller municipal de Mamoudzou, Mohamed Mouandjé, ont été reçus à Bruxelles par le directeur général des politiques régionales et urbaines. Selon la première vice-présidente, le travail a porté sur des dossiers ô combien importants, à savoir le financement des projets de transport urbain et interurbain à Mayotte et la prolongation de la piste de l'aéroport. Mayotte va accueillir prochainement un nouveau catamaran. Déjà propriétaire de l'Alamandas Boat et de l'opérateur Mayotte Lagon, Patrick Varela va cette fois proposer une offre très grand luxe à prix réduit. Le bateau est actuellement en cours de construction. Il visera un public plus large puisque les sorties à la journée seront proposées à 80 € en tarif groupe 12 personnes, à 90 € pour les clients résidant sur Mayotte et 110 € pour les non-résidents. Des sorties tour de l'île bivouac seront également proposées en 2 jours et 1 nuit. Par ailleurs, Patrick Varela annonce que des concerts privés seront accessibles pour la somme de 70 €. Il ajoute, je cite, « Nous mettrons aussi en place des after-work d'une durée d'environ 2h30 avec coupe de champagne ou cocktail jus de fruits à partir de 35 €. De quoi élargir l'offre touristique par le biais d'activités très alléchantes. La compagnie réunionnaise Air Austral va ouvrir dès le mois d'octobre prochain une école spécialisée dans la formation des métiers d'hôtesse de l'air et steward. La nouvelle structure va former localement des personnels navigants. Pour ce faire, Air Austral dispose d'un centre moderne aux normes européennes, doté de tous les équipements nécessaires pour la formation au métier d'hôtesse et steward. Ouvert en 2008, ce centre de formation, initialement destiné au maintien des compétences des équipages Air Austral, sera élargi à tous les Réunionnais, mais également aux habitants de la zone océan Indien, souhaitant obtenir le diplôme de PNC. Coût de la formation pratique et théorique à partir de 2 800 €, hors frais d'examen et hors module complémentaire. Toute candidature, CV plus lettre de motivation, devra être envoyée à l'adresse uuformation@air-austral.com. A noter que le profil requis est le suivant: avoir plus de 18 ans et le niveau baccalauréat. Retour à présent sur la 6e édition du Salon du Tourisme et des Loisirs. L'événement a clôturé ses portes samedi dernier, 2 jours où le savoir-faire local a été exposé. L'occasion également de faire la promotion des nouvelles intercommunalités du département et ses spécificités. Près de 30 000 visiteurs ont répondu présents à ce rendez-vous. Visite guidée avec Amina Ariti et Leslie Vimenet. Parmi les intercommunalités qui ont répondu à l'invitation, celle de Petite Terre. D'ailleurs, celle-ci n'a pas lésiné sur les moyens pour attirer les touristes dans son giron. On s'est quand même mobilisé pas mal pour faire parler de la Petite Terre, c'est important, puisque c'est vrai qu'on parle du tourisme de Mayotte, mais pour nous il est essentiel qu'on se démarque des autres territoires de Mayotte. Donc pour nous, c'est important qu'on soit là et qu'on soit là l'année prochaine également. Un tourisme qui en Petite Terre se veut également écologique. Exemple avec ces cabanes qui, placées à l'entrée du salon, suscitent la curiosité des visiteurs. Cet homme nous explique de quoi il s'agit.
Notre balade dans l'enceinte du salon continue et nous emmène vers un autre stand, celui de la Kadema. Et ce qui retient tout particulièrement notre attention, c'est cette animation. Comme nous explique l'un des responsables du stand, ici on a misé sur la culture et les traditions. Parmi nos animations, on a voulu remettre au goût du jour certaines activités qui étaient faites par nos aïeux, mais qui ont tendance à disparaître. Donc déjà montrer à la population mahoraise qu'on a notre culture, nos savoir-faire et qu'il faudrait qu'on puisse les maintenir. Ainsi, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà comment nos anciens pilaient le riz, chose qui a quasiment disparu aujourd'hui à Mayotte. En tout cas, cette 6e édition du Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte a fait le bonheur des visiteurs. Des visiteurs qui chaque année ne demandent qu'à découvrir ou redécouvrir les merveilles de l'île aux lagons. Et ce n'est pas cette visiteuse qui dira le contraire. Tout était intéressant, il y avait plusieurs stands, c'était très agréable. J'ai pu découvrir des trucs que je ne connaissais pas du tout à Mayotte. C'était super. Je ne connaissais pas l'hôtel qu'il y avait à Magica Vokoropa, l'Aquabike, tout ça je ne connaissais pas et c'était très instructif et ça donne envie d'aller faire aussi. Voilà. Comme elle, nombreux sont ceux à être repartis du salon avec plein d'idées dans la tête. Preuve qu'aujourd'hui, qui dit tourisme à Mayotte doit absolument tenir compte du vivier touristique local. Une réalité dont ont parfaitement conscience les professionnels du tourisme du 101e département, des professionnels qui désormais n'hésitent plus à multiplier les offres à destination des résidents. Ainsi va de l'actualité de ce lundi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole du jour. Retour de l'information ce mardi avec la matinale de Kwesi. Et je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Très belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.